Je voudrais commencer ma présentation en vous montrant une image d'un film d'horreur. Comment ça marche? Voilà. Oui, moi je suis maintenant terrifié encore. Il s'agit bien sûr d'un screenshot, d'un enregistrement d'un de mes cours sur Zoom. Je crois que c'était même un séminaire sur Godard. Moi, je suis là dans le coin. Les étudiants sont pour la plupart distraits, fatigués, absents mentalement ou même carrément invisibles. Donc, je vais passer très vite. Ça, c'est ma chambre privée maintenant. Tout seul, il n'y a personne. Donc, c'est une sorte de flashback à l'époque sinistre où l'enseignement a eu lieu en ligne dû aux conditions de confinement pendant la pandémie à partir de mars 2020, comme nous savons tous. Bien entendu, l'instruction virtuelle n'était pas l'aspect le pire du coronavirus. Il y avait bien sûr la mort, les malades, le chômage, l'isolement social, la clôture des frontières, et ainsi de suite. Mais pour nous, universitaires et enseignants dans les études cinématographiques, c'était la conversion abrupte et totale de notre activité pédagogique en leçon par vidéoconférence, qui était, pour moi, au moins un des effets les plus brutaux de la survenue du virus. Je ne peux que rapporter mon histoire personnelle. Avant mars 2020, je n'avais absolument aucune expérience de l'enseignement virtuel. Aucune. Mon département à Francfort est pour la plupart composé de vieillards de l'extrême gauche, dont moi. Et comme tous les bons révolutionnaires, nous sommes des traditionnalistes. Avant la pandémie, la vie universitaire chez nous était donc très, très analogue. Vos étudiants peuvent le dire, nous sommes dans le XXe siècle, le XXIe siècle, tu parles, même le XXe siècle, c'est un peu honorant pour nous, avec nos sacrés certificats estampillés d'évaluation qu'il faut collectionner pour les étudiants d'échange chez IMAX. Donc, c'était quelque chose un peu inattendu pour nous, pour moi, quand le murmure d'un déplacement en ligne de l'enseignement se sont répandus, c'était strictement inimaginable. Comment pourrait-il être possible de recréer la salle de classe avec une application de vidéoconférence? Eh bien, j'ai dû vite apprendre. Le semestre en Allemagne commence en mi-avril. Sûrement, j'ai dit aux autres membres de mon département, il vaudrait mieux repousser le début des cours quelques semaines jusqu'à ce que le confinement sera fini. Comme j'étais naïf. Finalement, on avait 3 semestres en ligne, puis un retour à la présence en octobre 2021, avec des masques et de la distance sociale, puis un retour en ligne encore en décembre suite à la vague Omicron. Ce n'était donc qu'en avril 2022, plus de 2 années après le début du confinement, qu'un retour définitif à la salle de classe a eu lieu. Avec des variations locales au niveau chronologique, vous avez tous expérimenté, je suppose, un parcours semblable dans ces années-là, avec l'instruction virtuelle. Le choc de son introduction immédiate et forcée et le sentiment d'inquiétante étrangeté, Unheimlichkeit, dirait Freud, qui se produit avec le passage des semaines et des mois et des années finalement devant nos ordinateurs. Et comment vous avez probablement réprimé le souvenir de cette époque autant que possible, comme une sorte de mauvais rêve dont les détails deviennent de plus en plus flous, indistincts, méconnus. Je pense néanmoins qu'il est profitable d'y réfléchir quelque temps, maintenant que nous avons un peu de distance de ce cauchemar global. Surtout parce que nous faisons partie de ce réseau qui s'appelle International Masters in Audiovisual and Cinema Studies. Et si nos conférences Zoom
ne relève pas du cinéma, à mon avis, du moins, il est indéniable que nous étions en train de produire de l'audiovisuel avec nos cours en ligne. C'est la grande différence entre nous, dans les études cinématographiques, et toutes les autres disciplines à l'université. Pour la chimie, la sociologie, l'économie, Zoom pouvait être une simple interface qui était nécessaire, faute de mieux, mais qui avait un rôle neutre, transparent, impensé dans leur instruction. Mais pour nous, il y avait une amphibologie entre le contenu de ce que nous enseignions et l'outil avec lequel nous l'avons fait. Nous ne pouvions pas ne pas être sensibles au fait que notre activité pédagogique était devenue médiatisée. Nous étions vraiment à l'intérieur de notre propre matière pédagogique. Des phénomènes comme le cadrage, le montage, le hors-champ, le rapport son-image, même l'éclairage n'était pas seulement communiqué à nos étudiants, il faisait une partie intégrale de cette communication même, de manière bien plus flagrante qu'auparavant dans l'innocence pré-Covid. Pour beaucoup de nous, dont je ne m'exclus pas, c'était aussi une leçon sobre sur notre ignorance technique de la création des images et des sons. Malheureux professeur de cinéma qui essaie d'enseigner Eisenstein tout en ne sachant pas comment faire marcher sa propre webcam. C'était la situation dans laquelle j'étais très souvent. Mais une compensation peut-être pour ce manque de savoir technique et notre surplus de pensée critique que nous pouvions bien mobiliser dans ces contextes. Nous étions poussés par les circonstances à interroger notre propre situation pédagogique. Et la première question qui se posait au moins, pour moi, pour nous, c'était pourquoi Zoom? Pourquoi cette application était devenue si dominante que ça dans la vie universitaire? Ce n'était pas un logiciel développé par les universités avec les besoins des enseignants, des étudiants à l'esprit. Nous n'avions aucun rôle dans sa création. Il nous a été imposé péremptoirement, sans débat, sans choix, d'un jour à l'autre. Comme nous savons, Zoom est une création pure du Silicon Valley qui a le moins qu'on peut dire une culture politique un peu problématique, comme on aime dire aujourd'hui. Son approche envers les data et la sécurité personnelle est assez terrifiante. Dans le sillage de la pandémie, il est devenu même un des piliers de ce que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance. Mais ce n'est pas cet aspect de Zoom qui sera le focus de mes propos. Je voudrais plutôt mettre le point plus directement sur les rapports entre enseignants et étudiants sur des plateformes de vidéoconférence comme Zoom. La différence avec l'instruction en présence est flagrante. Nous devenons plus vite fatigués, le niveau de la distraction est élevé, comme on a vu. Le lien affectif au cours d'un semestre ne se solde pas de même manière. C'est bien plus difficile pour les étudiants de combattre leur diffidence et osent s'exprimer verbalement. Les petites conversations après et avant le séminaire manquent totalement. Et ce sont des parties essentielles de l'expérience pédagogique. Tout cela est vrai. Mais pour moi, la différence majeure, la différence, disons, structurelle, avec l'avènement des séminaires sur Zoom, c'est la nature radicalement changée du regard du professeur. Dans la salle de classe, j'ai un regard focalisé. Dans la salle de classe physique. Regard focalisé, délimité, cadré. Je ne peux pas regarder tout le monde à tout instant. Les étudiants savent quand je les regarde et, plus important encore, ils savent quand je ne les regarde pas. Ils peuvent donc garder une marge de désobéissance dans la salle de classe. Ils ont la possibilité de faire des choses non vues par moi. Mon regard est faible, mon pouvoir est restreint. Alors que sur Zoom, c'est tout autre. D'abord, je suis doué d'une sorte d'omniscience. Je sais immédiatement, sans faille, tous les noms de mes étudiants grâce à ces avatars au bas de toute droite. Donc, normalement, ça dure un semestre pour apprendre tout ça. Et avec Zoom, c'était
instantanément. Je suis aussi infaillible. Si je veux tousser ou péter, je peux couper le son. Donc, je ne suis pas un être humain avec ces faiblesses-là physiques. Si je ne sais pas le répondre à une question, je peux même secrètement faire une recherche Google pour la trouver. Je n'ai pas fait, mais je pourrais le faire. Et surtout, j'ai un regard illimité, totalisant, omnidirectionnel qui voit tout. De la perspective des étudiants, je le regarde tous, tout le temps, sans cesse. Ils n'ont pas le moyen d'être sûrs d'éviter mon regard. Ils doivent donc agir comme si je les observe à chaque instant. Je ne suis pas le seul à le remarquer et je suppose même que c'est quelque chose qui nous a tous traversé à l'esprit, mais j'avais l'impression forte pendant mes cours sur Zoom d'être en possession d'un regard panoptique. C'est quoi le panoptique? Donc, c'est bien sûr déjà très connu, presque au point de devenir un cliché grâce à son traitement par Foucault en 1975 dans son livre Surveiller et punir. J'ai tapé Surveiller et punir dans PowerPoint et l'image qui était suggérée, c'était celle-ci. C'est l'algorithme de PowerPoint, c'est très surprenant. C'était d'origine un projet de Jeremy Bentham, philosophe utilitaire, pour désigner une prison moderne, salutaire, qui pourrait réformer les prisonniers au lieu de le cacher dans des cachots et de les torturer comme punition. C'était aussi un modèle pour des usines, des hôpitaux, des écoles. On pourrait imaginer comme un modèle pour des universités, peut-être, avec le principe de surveillance permanente qui encouragerait de la conduite sage parmi les prisonniers ou les autres. Mais pendant la vie de Bentham, ça n'était jamais réalisé. Mais selon Foucault, ça sert comme une sorte de gabarit pour les sociétés disciplinaires de l'époque moderne. Foucault le décrit dans un passage ici, dans Surveiller et punir. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour. Ceci est percé de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont deux fenêtres, l'une vers l'intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour, l'autre donnant sur l'extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier, même un étudiant. Donc ça, c'est le dessin de panoptique. Ça, c'est le panoptique de la perspective du prisonnier. Et ça, c'est une vraie réalisation du principe du panoptique au Cuba, construit par la dictature Machado dans les années 20 et détruit par Fidel Castro en 1967. Les effets du panoptique, selon Foucault, étaient qu'il aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. Il induit chez les détenus un état conscient et permanent de visibilité. Il fait que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action. Il dissocie le couple voir-être vu. Il automatise et désindividualise le pouvoir et il fabrique des effets homogènes de pouvoir. Pour Bentham, les effets étaient un peu autres. Voici la citation de Bentham chez Foucault en anglais parce que c'est mieux. Morals reformed, health preserved, industry invigorated, instruction diffused. Public burthens lightened, economy seated as it were upon a rock, the Gordian knot of the poor laws not cut but untied, all by a simple idea in architecture. En relisant les chapitres de Foucault sur le panoptique, il est aussi stupéfiant comme il associe la naissance de la société disciplinaire avec les conditions de la peste. En fait, il commence le chapitre avec une citation, avec une description d'un règlement de la fin du XVIIe siècle pendant une peste. Je n'ai pas le temps de
de dire toute la citation, mais c'était un peu intéressant quand même que c'était la peste qui a donné naissance à la société disciplinaire. Plus étonnant encore est une image qui paraît dans les planches du livre. C'est un sermon sur le mot d'alcool dans la prison de Fresnes, 1903. Dans le texte, vous connaissez la mention guère, et c'est plutôt l'idée d'une conférence dans une prison comme méthode de réhabilitation qui l'intéresse. Mais pour nous, c'est le dispositif de la conférence qui saute aux yeux. Qu'est-ce que ce bonhomme a inventé? Sinon, une sorte de version analogue de la vidéoconférence 100 années avant la lettre. On a le conférencier qui donne son cours magistral et ses auditeurs sont figés dans des boîtes sans pouvoir se déplacer, sans contact les uns avec les autres, isolés socialement et n'apparaissant que comme des visages dans des petits écrans noirs. C'est vraiment unheimlich, comme dirait Freud. Le contraste est net entre ces dispositifs-là et la vision de la salle de classe physique comme je l'aime. Ici, lieu de liberté utopique, même de chaos anarchique. C'est une image de Simpsons, comme on sait. Tout ça peut donner l'impression que le dispositif Zoom a une sorte de pouvoir tyrannique, exerçant une discipline absolue, sans trêve sur les étudiants qui n'ont pas la possibilité d'y résister. Mais rien ne moins vrai. Dans mes 2 années sur Zoom, j'ai pu témoigner d'une gamme de tactiques adoptées par les étudiants pour subvertir, déstabiliser et défaire le fonctionnement panoptique des logiciels de vidéoconférence. Plus étonnamment encore, j'ai pu remarquer qu'il y avait des parentés, des filiations entre ce que mes étudiants font ou ont fait, soit de manière consciente, délibérée, soit de manière accidentelle, inconsciente, et la pratique de la grande tradition moderniste de l'avant-garde cinématographique. Dans le temps qui me reste, combien de temps me reste-t-il? Quelques minutes encore. Je voudrais lister 5 tactiques adoptées par mes étudiants sur Zoom qui ont, à mon esprit, des origines dans le cinéma subversif radical. Première tactique, la tactique vertovienne, c'est-à-dire l'autoréflexivité, comme dans L'homme à la caméra de Vertov, c'est-à-dire faire entrer l'appareil en chair et en os, comme disait une fois Jean-Louis Baudré, faire le fait d'être filmé sur Zoom pendant le cours, partie du contenu du cours, de la présentation, faire même des mises en abîme formelles avec l'écran dans l'écran, la caméra filmée par la caméra. Ça, c'est la première tactique possible. Deuxième tactique, c'est la tactique bergmanienne, qui est la version plus violente de la première tactique, comme la pellicule qui brûle au milieu des personnages de Bergman. Ici, il s'agit de créer des ruptures dans le mécanisme, créer de la disruption aux séances. Par exemple, c'est l'exemple classique, perdre la connexion pendant une présentation. Et les étudiants diront « Oh, c'était le Wi-Fi. » Non, je sais que c'était une tactique délibérée à la Bergman chez Persona. Troisième tactique, la tactique buñuelienne, c'est-à-dire adopter une stratégie parfois plus subtile, plus surréaliste, laisser insurger des objets inattendus sur l'écran. Comme Buñuel le fait ici, comme il l'a fait souvent, même avec les animaux. Ici, c'est l'exemple de l'ange exterminateur avec le mouton qui entre dans la maison. Ici, sur Zoom, dans mes séances, dans mes cours, c'était plutôt le chat qui sont les véhicules préférés pour la subversion à la Buñuel. Le chat qui entre dans l'écran et on est émerveillé de ces très jolis chatons. Pour moi, mon équivalent, c'était mon petit-fils de 2 années à l'époque, qui a eu la pratique de Zoom bombing très souvent pendant mes cours. Mais il y avait aussi d'autres exemples. Par exemple, j'avais un étudiant qui,
pendant chaque semaine, c'était vraiment chaque semaine du semestre, pratiquaient de la poterie. Elle faisait des tasses, des vases avec de l'argile sur un moule, avec des mouvements des mains très tendres. C'était vraiment un effet buñuelien ici, avec cet étudiant. Quatrièmement, la tactique fassbinderienne, c'est-à-dire créer de nouveaux rapports image-son et même des rapports, disons, brouillés entre l'image et le son ou entre le son et le son. Par exemple, j'avais une présentation sur la 13e génération dans un séminaire sur Fassbinder. C'était une présentation enregistrée par 2 étudiants avec des bandes de son multiples brouillées qui se recouvrent. À vrai dire, toute la présentation était absolument 100% incompréhensible. Mais elles avaient démontré de manière parfaite qu'elles comprenaient vraiment la démarche de Rainer Werner Fassbinder dans ces films. Donc, ils ont reçu une note de 1 dans le système allemand, c'est une note parfaite. Finalement, 5e tactique, c'est la tactique qui était de loin la stratégie la plus répandue parmi nos étudiants, c'est-à-dire le déploiement de l'écran noir comme chez Guy Debord. Ça apparaît dans des films comme Hurlement en faveur de Sade, ou ici c'est l'exemple de Ingirum, Imus, Nocte, blablabla. Oui, quand on est contraint à participer dans une séance sur Zoom, l'option, à mon avis, la plus raisonnable est sans doute celle de la négation totale, du refus de l'audiovisuel tout court. Bien entendu, nos étudiants donneront des excuses pour cette stratégie on ne peut plus radicale. Du mauvais Wi-Fi, une caméra qui ne marche pas, des colocataires dans la chambre, des l'angoisse sociale, mais je sais au fond que la vérité, c'est que ce ne sont que des prétextes et que la vérité est qu'ils sont des iconoclastes absolutistes à l'inspiration situationniste, qui ne veulent rien moins que la destruction de l'appareil Zoom avec son regard panoptique. Et de ces étudiants, je suis infiniment fier. Merci.